d'avoir accepté d'être d'accord à nous donner cette interview. Et pourriez-vous dire justement en quelques phrases, en quelques thèses, raconter quelle est la situation en Amérique latine avec la propagation du coronavirus et aussi avec la crise économique, sociale, crise dans plusieurs sphères qui touchent tout le monde. Comment l'Amérique latine surmonte, qu'est-ce que se passe? Quelques exemples de... Alors, en quelques phrases, évidemment, ça va être dur, mais on va essayer au moins de se résumer à 1000 ou 2000 phrases. Si vous voulez, l'épidémie donc de Covid-19 arrive un peu en troisième vague, non? Après donc, les pays asiatiques et l'Europe. L'Amérique latine a aussi été touchée. La plupart des patients zéro, en fait, étaient des patients qui venaient des classes assez aisées de la société et qui revenaient de voyage en Europe où ils s'étaient contaminés. Et en fait, ce qu'a montré l'épidémie, c'est surtout la disparité des propositions politiques qui fracturent le continent. C'est-à-dire que vous allez avoir des pays comme alors le Brésil, on pourra y revenir, comme l'Équateur, qui vit alors une situation complètement désastreuse, comme la Colombie, c'est-à-dire ces pays qui ont fait le pari du néolibéralisme et qui ont peu à peu détruit leurs États. C'est ça qui est la clé finalement aujourd'hui de la lutte contre le Covid-19. Et on voit que ces pays-là ont beaucoup de mal à contenir la pandémie, tout simplement parce que l'État est complètement inopérant. Il est inopérant, il y a des crises d'autorité de l'État qui se font jour, notamment au Brésil, où M. Bolsonaro, le président Bolsonaro, a été mis sur la touche par les gouverneurs brésiliens, peu importe d'ailleurs la couleur politique des gouverneurs des États fédéraux, qui se sont réunis et ont décidé de manière commune de mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 devant l'inaction totale de l'État. En Équateur, nous avons pu voir aussi comment l'État s'est fait submerger. Et là, je parle vraiment au sens propre. Aujourd'hui, l'Équateur, c'est Walking Dead, c'est extrêmement préoccupant. Les cadavres qui jonchent les rues de Guayaquil, des gens qui, face à l'incapacité de l'État d'apporter une réponse sanitaire, mais aussi funéraire, en recueillant les corps, brûlent eux-mêmes les corps dans les rues de Guayaquil, pendant que le président tweete depuis un lieu qu'on ne sait pas, c'est-à-dire donc il y a des absences totales à la tête de l'État équatorien ou brésilien, comme on peut le voir. Dans le cas de la Colombie, c'est aussi une situation très préoccupante, puisque nous savons que la Colombie n'a pas du tout la maîtrise souveraine de son territoire qui est fracturé par des seigneurs de guerre, de cartels de la drogue locaux, de guérillas ou de chefs paramilitaires. Donc il y a aussi une disparité dans le contrôle sanitaire de la population. Et puis, je dirais, on a d'autres pays où, on va dire, des mesures ont été prises assez rapidement. Là, on peut compter sur l'Argentine, donc du président Alberto Fernandez, du péronisme, qui est revenu au pouvoir il y a quelques semaines, mais aussi, chose plus surprenante, du président Bukele au Salvador, qui a pris des mesures assez tôt, des mesures de confinement, et aussi d'apporter à la population les moyens de son confinement. Et puis, bien sûr, Cuba et le Venezuela, où ces deux pays étant sous le coup de sanctions et d'un blocus criminel des États-Unis, nous aurons l'occasion certainement d'en reparler, ils n'ont pas pu tricher ou attendre. Donc le confinement, en tout cas au Venezuela, a été décrété immédiatement pour la population, et le Venezuela a mis les moyens pour contrôler la situation sanitaire, notamment à partir d'une application, d'un logiciel qui est utilisé au Venezuela pour les subventions et les allocations publiques à la population, et où 20 millions de Vénézuéliens sont inscrits. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un système dictatorial. Pour ceux qui connaissent la France, c'est très similaire à la CAF ou la CEPAM,
la caisse Oui. primaire d'assurance maladie ou la caisse d'allocation familiale. C'est un système qui regroupe, on va dire, à peu près ces différentes caisses qu'on peut trouver en France, avec une carte aussi, comme en France, nous avons la carte vitale, Oui. les Vénézuéliens ont la carte de la patrie qui permet de vous identifier. Voilà. Donc, je précise ça parce que la grande majorité des médias occidentaux ont à l'unisson reproduit une fake news, qu'il s'agit ici d'un système dictatorial. Évidemment, il n'en est rien. En revanche, ce système a permis en une semaine au gouvernement de faire une enquête sur 12 millions de Vénézuéliens. Et alors, je vais vous le donner, puisque je les ai reçus hier. Hier, donc, alors je ne sais pas quand sera diffusée votre Demain ou interview, mais après-demain. Oui. voilà, le 6 avril, Mhm. donc j'ai le chiffre ici. Le 6 avril, il y a eu 17 millions de Vénézuéliens qui donc ont répondu à l'enquête de l'État pour savoir s'ils souffraient de symptômes grippaux. Sur ces 17 millions 200 000. Sur ces 17 millions, il y a eu 100 000 personnes qui ont déclaré avoir des symptômes grippaux. Eh bien, ces personnes, l'État leur envoie des médecins à domicile. Évidemment, sur les 100 000 personnes, vous pouvez vous imaginer que tous n'ont pas le coronavirus. Certains ont des grippes normales, on va dire. Certains ont d'autres problèmes. Et puis, certains ont une crise anxiogène. Bon, bref. En tout cas, Exactement. comment ? Exactement, oui. Voilà. C'est ce que je En tout voulais cas, dire. les médecins donc, font un premier filtre. Et sur ces 100 000 personnes qui ont été auscultées, ceux qui présentent les véritables symptômes du coronavirus sont immédiatement dépistés. Et ces personnes, immédiatement dépistées, font l'objet, si elles ont le Covid-19, si elles sont porteurs du virus, sont isolées dans un hôpital et soignées au moyen notamment de chloroquine et d'interféron. Donc chloroquine fournie par les Chinois et d'interféron fourni par les Cubains. Et les familles sont elles aussi placées en quarantaine, en plus donc du confinement général. Donc ça a permis au Venezuela de contrôler immédiatement l'expansion de la pandémie. Et aujourd'hui, il fait partie on va dire, du peloton de queue avec 156 cas déclarés et si ma mémoire ne me joue pas des tours, je crois que 4 morts. Donc ça, en fait, ça a été possible uniquement parce que l'État vénézuélien n'est pas en décomposition comme la plupart de ses voisins et a pu opérer un contrôle sanitaire. Il ne s'agit pas de moyens, mais de prévention. C'est pour ça que cette lutte a pu être, pour l'instant, avec succès. Voilà, pour l'instant, il y a du succès. Et vous connaissez bien Venezuela. Est-ce que vous avez l'information comment les gens réagissent, par exemple, s'ils savent que leurs Oui, voisins sont contaminés par... Est-ce qu'il y a le panique? Je vous explique parce que chez nous, on a vraiment les exemples de l'Ukraine, quand les gens de même village, de même ville refusaient de faire entrer ses voisins parce qu'ils ont peur qu'ils peuvent être contaminés. Donc là, la panique est vraiment énorme. oui, mais vous venez de citer un pays qui est aussi en décomposition étatique, y compris qui n'a Voilà. pas la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Nous le savons, vous le savez mieux que nous, évidemment. Et il se trouve qu'au Venezuela, nous avons pu voir que la crise institutionnelle dans laquelle le pays a été plongé artificiellement l'année dernière, en 2019, où une personne s'est autoproclamée au détour d'une rue président de la République, ce qui serait évidemment risible dans n'importe quel pays au monde, sauf que là, ce bonhomme était soutenu par la plupart des pays occidentaux. Et en fait, on a pu voir que l'autorité politique de Nicolás Maduro n'a pas été contestée, y compris d'ailleurs par ses opposants au Venezuela. C'est-à-dire que les gens ont immédiatement reconnu que les mesures prises par l'État vénézuélien étaient les bonnes et les ont adoptées. Mais il faut voir aussi quelque chose, c'est que l'État vénézuélien a aussi donné aux gens les moyens du confinement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter, puisque en Amérique latine, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur informel et donc qui gagnent, on va dire, leur vie au jour le jour. Or, il se trouve que au Venezuela, non seulement les loyers ont été suspendus pendant 6 mois, il y a eu des bons d'ajustement salariaux, une sorte de revenu universel qui a été distribué
au sein du système de la patrie que je vous mentionnais tout à l'heure. Il y a eu une massification des aides alimentaires à domicile. Il y a eu aussi toute une série donc, de dépistages de mesures sanitaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a donné aussi aux gens les moyens d'être confinés sans se préoccuper de sortir pour gagner 3 francs 6 sous et pouvoir les manger. Vous voyez. Donc ça a été assez impressionnant. Je crois aussi qu'il est bon de signaler qu'en plus du système Patria, le système donc, de CLAP, qui est le système d'aide alimentaire à domicile, est aussi un moyen pour l'État vénézuélien de repérer des cas suspects de Covid-19. Non pas, encore une fois, par des mesures autoritaires, simplement parce que les gens leur disent, aux gens qui amènent la nourriture à domicile, disent écoutez, ma tante a un problème, etc. Et en plus de cela, il y a aussi le parti, donc le Parti socialiste uni du Venezuela, le parti du président Nicolas Maduro, qui lui aussi est déployé pour aider la population. Donc la population n'est pas seule et elle le reconnaît comme tel. Voilà, l'autorité de Nicolas Maduro s'est vraiment solidifiée dans cette période de crise. Je rajoute un petit détail, mais qui est assez croustillant, c'est que beaucoup de migrants vénézuéliens qui ont dû sortir du pays dû à la situation créée artificiellement par les sanctions états-uniennes, beaucoup de ces personnes sont complètement laissées à l'abandon dans les pays où ils étaient résidents, notamment la Colombie, l'Équateur et le Pérou, où même on a pu voir qu'on interdit l'entrée des hôpitaux vénézuéliens migrants. Bon. Et donc ces personnes reviennent parfois à pied, reviennent au Venezuela. Évidemment, les médias, ça ne s'en occupe pas, alors que l'inverse, comme ces gens étaient partis, ça faisait la une des journaux sans jamais expliquer le pourquoi et le blocus financier contre le pays. Mais là, les gens reviennent. Et là, je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'à peine revenus, à peine passé la frontière, ils sont accueillis par une armée de médecins. Attention, ne me faites pas dire une armée. On va dire, oh là là, ça y est, c'est la dictature militaire. Non, pas du tout. C'est une armée de médecins qui les accueille. Immédiatement, chaque migrant qui revient sur le sol de sa patrie est dépisté au Covid-19, est isolé, alors pas individuellement, mais était isolé pendant 14 jours pour voir si voilà, il ne contracte pas le virus pendant une période d'incubation. Et ensuite seulement, il peut rentrer dans le pays et aller voir sa famille, avec laquelle, évidemment, partager le confinement avec ses proches. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on est à milieu du désastre humanitaire que peignent les médias encore aujourd'hui dans le pays. Et évidemment, ce n'est pas anodin, puisque le département d'État des États-Unis essaie de faire passer la matrice d'opinion selon laquelle le Venezuela est le centre de la pandémie régionale. Évidemment, il s'agit là de créer une pression supplémentaire contre le gouvernement de la révolution bolivarienne qui justifierait une intervention militaire pour éviter un drame sanitaire. Alors évidemment, la réalité vient complètement bousculer cette construction politique et militaire, et en plus la comparaison avec les voisins, que ce soit le Brésil ou le chaos généralisé de l'Équateur, fait en sorte que cette matrice ne tient pas debout. Et vous avez parlé de mesures et de popularité de Maduro, même parmi, pas popularité, mais quand même de l'opinion de Vénézuéliens par rapport à Maduro. Mais quand même, il y a toujours la menace de la part des États-Unis. Il y a toujours la menace pour le pays. Il y a, je ne sais pas, comment vous pouvez décrire ce qui se passe entre les deux pays. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de l'intervention? De toute façon, cette possibilité d'intervention directe des États-Unis a toujours existé depuis de nombreuses années. Encore, ça avait été dénoncé par le commandant Hugo Chavez. Il n'empêche qu'on a tendance encore à penser ou à se représenter la guerre comme étant je dirais, la forme, on va dire, médiatique jusqu'à la Deuxième Guerre du Golfe en 2003. C'est-à-dire des bombardements contre le pays, une armée étrangère qui participe à une invasion du territoire,
le dirigeant est fait prisonnier ou assassiné, et voilà. Alors il se trouve que les termes de la guerre ont changé, et le Venezuela est déjà en guerre. Il subit une guerre hybride, une guerre de quatrième génération qui a plusieurs fronts, notamment le front institutionnel qui est donc de contester la légitimité des structures de l'État vénézuélien. Donc c'est ce qui se passe avec M. Juan Guaido, mais aussi avec un tribunal suprême de justice, un pouvoir judiciaire parallèle, avec pouvoir électoral parallèle, etc. Ça n'a rien de nouveau, c'est exactement ce qui s'était passé en Libye. Je pense que vous ne vous en rappelez pas, puisque personne, évidemment, ne s'en rappelle, mais la Libye avait son Guaido qui s'appelait Mustafa Abdel Jalil, et qui, une fois Kadhafi renversé, a été écarté. Bon, c'est l'avenir de Guaido, hein, tout simplement. En Syrie aussi, M. Georges Sabra a joué ce rôle. Donc voilà pour le front institutionnel. Il y a aussi le front diplomatique pour essayer d'isoler le Venezuela sur la scène internationale. Le front médiatique, qui est le bombardement de fake news au niveau national, mais aussi au niveau international. Et je crois que ce n'est pas inintéressant de rappeler que ces derniers jours au Venezuela, alors que de nombreux comptes à l'étranger essaient de faire que les gens paniquent en donnant des faux chiffres, des fausses situations, oui. La plupart des comptes Twitter, des porte-paroles du gouvernement, des gouverneurs, des autorités sanitaires, mais aussi des influenceurs chavistes ont été supprimés par Twitter, c'est-à-dire leur ôter une des possibilités de pouvoir contrebalancer la vérité. Donc voici pour le front médiatique et psychologique. Il y a aussi le front militaire. Donc le Venezuela subit une intrusion de groupes armés, que ce soit de la pègre, des déserteurs organisés. Je rappelle qu'il y a seulement une semaine, il y a eu des camps de mercenaires en Colombie démantelés donc à la frontière du Venezuela, qui s'apprêtaient à entrer au Venezuela pour commettre des assassinats sélectifs et des actes de sabotage en profitant de la lutte contre la pandémie, que les gens ne soient pas chez eux et que le gouvernement soit dédié à cette tâche-là. Le chef de ce groupe de mercenaires a d'ailleurs tout avoué sur une radio, W Radio, une radio colombienne. Donc il ne s'agit absolument pas de suspicions, de théories du complot, ce sont des faits complètement avérés et revendiqués même comme tels. Et puis, il y a aussi le front économique, donc là je passe assez rapidement, hein, mais il y a le front économique qui sont le blocus infâme, les sanctions infâmes qui ont commencé en 2014. Alors évidemment, ça, c'est évidemment nié en permanence pour pouvoir accuser évidemment le président de Maduro d'être responsable de tous les maux. Je ne peux que rappeler à vos auditeurs d'aller donc sur mon blog www.romainmigus.info parce que je tiens une chronologie jour par jour des actes de rétorsion à l'économie vénézuélienne et du blocus contre le Venezuela. Il y en a 26 pages. Voilà. Donc le Venezuela est au cœur d'une guerre de quatrième génération et une guerre qui a été amplifiée ces derniers jours puisque les États-Unis ont mis à prix la tête de Nicolas Maduro, 15 millions de dollars, et puis de hauts dignitaires de l'État vénézuélien, comme Diosdado Cabello, à 10 millions de dollars. Donc là, on est dans le western complet, et notamment pour l'accusation de narcoterrorisme. Et dans la foulée, le président Trump a annoncé une grande opération antidrogue dans les Caraïbes, donc avec le déploiement de l'armada des États-Unis dans les Caraïbes, pour lutter contre la drogue. Évidemment, c'est le Venezuela qui est en ligne de mire. Alors, cette opération, nous verrons dans les prochains jours qu'est-ce qu'il en sera. Visiblement, il semblerait qu'il y ait des dissensions au cœur du pouvoir des États-Unis entre la Maison-Blanche et le Pentagone sur cette propre opération militaire, ou en tout cas sur le timing de cette opération militaire. Néanmoins, elle pourra avoir trois facettes. Des bombardements, une intervention militaire classique, on va dire, ou plutôt bombardement, affaiblir, on va dire, les positions de l'armée vénézuélienne, ou alors elle pourrait aussi bien se transformer en blocus naval, ce qui serait une catastrophe, bien évidemment, en temps de pandémie, puisque les bateaux qui peuvent venir de Chine ou les bateaux qui achètent le pétrole vénézuélien ne pourraient plus ni entrer ni sortir.
ou tout simplement, ça pourrait distraire aussi le gouvernement vénézuélien et l'armée vénézuélienne de ses efforts dans la lutte contre le Covid-19. Évidemment, ces trois formes peuvent être conjuguées, mêlées. Nous verrons dans les prochains jours de quelle forme cela prendra. Est-ce que dans le discours des États-Unis par rapport à Venezuela ou bien avec Venezuela, est-ce qu'il y a quand même l'idée de l'aide, de soutien devant le danger de coronavirus? Qui est danger comment? J'imagine votre réponse, mais quand même, je pose la question. Est-ce que les États-Unis sont prêts de faire quelque chose pour Venezuela, à part l'intervention? Oui, les États-Unis mais il s'agit d'un marché de dupes, bien évidemment, mais les États-Unis ont proposé de manière magnanime, c'est ironique évidemment, de la création d'un conseil d'État dans lequel ni Guaido ni Maduro ne participeraient, qui serait choisi par l'Assemblée nationale, qui est donc aux mains de l'opposition, avec donc un nouveau gouvernement, de nouvelles autorités judiciaires, de nouvelles autorités électorales, bon, en fait un coup d'État légitimé, et ils ont dit si jamais cette solution est acceptée, alors nous lèverons les sanctions. Évidemment, il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'État. D'autre part, c'est une incursion dans les affaires souveraines, c'est évidemment contraire à la charte des Nations Unies. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que évidemment, il s'agit là d'un chantage politique auquel le gouvernement vénézuélien a répondu par la négative. L'idée est toujours de maintenir des fronts de pression pour essayer de fracturer l'État dans sa diversité. Et quelle est la position des structures internationales par rapport à la situation en Venezuela et en Amérique latine? Par exemple, l'ONU. L'ONU, maintenant, il y a quelques jours, a fait la résolution qu'on voit la coopération et la solidarité internationale nécessaire contre la lutte, parce que quand même, il y a plusieurs États qui sont en faille et qui sont vraiment incapables de résoudre leurs problèmes en Europe et dans plusieurs autres pays. Mais et ils ont compris que quand même la solidarité, il y a un manque de solidarité et il y a la nécessité de la solidarité. Qu'est-ce que l'ONU ou bien des autres structures internationales comptent faire par rapport à cette situation à Venezuela, par exemple, avec les sanctions, avec la guerre possible et la guerre froide qui est toujours, et pas seulement froide, qui vous venez de décrire? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que la solidarité existe. Je trouve que la Chine a été exemplaire de solidarité, les Cubains ont été exemplaires de solidarité et les Russes ont été exemplaires de solidarité, en Europe en tout cas. Et aussi, ces trois pays sont très actifs dans une solidarité sans faille avec les peuples d'Amérique latine. Donc la solidarité existe. Je crois qu'il s'agit que lorsque nous avons des gouvernements néolibéraux qui ont complètement perdu le contrôle de leur État et évidemment le soutien de leur population, on assiste à des scènes de piratage, des scènes de gangsters, comme ce qui s'est passé en Europe avec le vol de masques, de respirateurs d'un pays à l'autre. Bon, cette Europe-là, évidemment, donne honte, mais cela montre bien dans le cas européen, en tout cas, la désuétude complète de ce que certains appellent l'Union européenne. Évidemment, là, nous avons vu que cette structure supranationale coercitive, évidemment, ne répond pas aux attentes des peuples pour ceux qui en avaient encore des doutes. Dans le cas de l'Amérique latine, j'aurais presque tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment non plus de solidarité. À part les pays que je viens de vous mentionner, Nicolas Maduro a offert, dans un geste de réconciliation et dans un geste de magnanime pour de vrai, là, sans être ironique, a offert 2 machines pour fabriquer des tests pour le Covid-19 qui lui avaient été remis par les autorités chinoises. Il les a offerts à la Colombie et la Colombie n'en a pas voulu. Donc finalement, les petits intérêts mesquins idéologiques se font toujours dans certains pays au détriment de la population, comme on peut le voir, comme on peut le voir ici. Je rappelle quand même que l'Équateur ou le Brésil ou la Bolivie de Madame Janine
ont viré les médecins cubains parce que ils ne voulaient pas de lien idéologique avec l'île. Et aujourd'hui, on voit bien que la population en a extrêmement besoin et on voit bien que ces dirigeants finalement continuent de préférer l'idéologie au bien-être de leur population. En ce qui concerne les sanctions, écoutez, il y a eu plusieurs rapports de l'ONU et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a au moins une vingtaine d'années, si ce n'est plus d'ailleurs. Il y a eu plusieurs rapports de l'ONU, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU contre les mesures coercitives unilatérales. Le seul problème là-dedans, c'est que les États-Unis ne s'attachent absolument pas à ce que peut raconter l'ONU, et donc les sanctions perdurent, et même dans le cas de l'Iran et du Venezuela, ont été renforcées le jour même de la pandémie, ou le jour même où l'OMS a déclaré la pandémie de Covid-19. Donc il s'agit là d'un État voyou qui impose sa politique génocidaire sur le reste du monde et qui n'a pas finalement encore de contre-puissance organisée pour pouvoir déjouer ces attaques contre le genre humain. Parce que là, en temps de pandémie, nous voyons bien que ce n'est pas contre le Venezuela, c'est à la fois contre la population du Venezuela et par ricochet contre les populations régionales et les populations voisines. Les dirigeants de ce pays sont des ennemis du genre humain. Et ce n'est pas du tout politique, c'est juste factuel. Exactement, je suis d'accord avec vous là, en fait. C'est factuel. Je ne voudrais Oui, pas qu'on me fasse dire que c'est un point de vue politique. Je veux dire, maintenir le blocus en sachant que ça va participer, ou ça peut participer à la contamination de gens et à la contamination des voisins, c'est un acte de crime contre l'humanité. Et comment vous pouvez commenter la position de Fonds monétaire international? Il y a quand même la crise économique. Il y a plusieurs pays de l'Amérique latine ont une dette d'État assez forte, par exemple l'Équateur. Et comment se déroulent les relations de ces États avec le Fonds monétaire international et est-ce qu'il y a quand même des solutions pour maintenir l'économie dans ces pays ou bien au contraire, ça n'existe pas? Alors, vous savez qu'il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a déclaré la suspension des remboursements de la dette, notamment pour les pays du Sud et notamment en Amérique latine. Alors, il se trouve que l'Équateur, lui, avait payé sa dette, avait payé une partie de sa dette 2 jours avant, 350 millions de dollars, alors que la pandémie faisait déjà des ravages dans la ville de Guayaquil. Et ces 350 millions de dollars seront 350 millions de dollars qui ne seront pas injectés dans la lutte contre le Covid-19 ou dans le système sanitaire équatorien. Donc, voilà pour le FMI. Le FMI a dit, écoutez, nous allons suspendre, il me semble que pour 1 mois, mais nous verrons comment cela évoluera au fil des semaines. Et le Venezuela et l'Iran aussi ont fait une demande de prêt, alors, dans le cas du Venezuela, de 5 milliards de dollars, à travers l'instrument de financement rapide du Fonds monétaire international. Et le FMI a refusé au Venezuela l'octroi de ce prêt parce que officiellement, il y a un doute sur les autorités de Caracas. Non, alors c'est évidemment pour n'importe quelle personne qui va dans le pays, c'est assez risible, hein, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, cette crise et la gestion de la crise par le président Maduro a renforcé son autorité et surtout renforcé l'autorité de l'État. Dans le cas du FMI, il ne faut pas oublier évidemment que ce sont les plus grands participants financiers qui sont aussi les grands décideurs de cet organisme financier, les États-Unis ayant plus de 40% des droits de vote dans cet organisme et certains pays européens complétant pour avoir une majorité. Donc, on ne peut pas attendre non plus une politique très progressiste de la part de cette institution. Ouais, bon, bien sûr, la question comment va se dérouler la situation à votre avis, comment sera la vie après, tout le monde pose des questions pareilles, moi aussi, je ne suis pas une exception. Qu'est-ce que vous pensez? Comment l'Amérique latine va vivre le monde après? Si on ne parle pas de tous les conflits militaires et espérons que quand même ils ne vont pas évoluer dans le sens négatif, mais est-ce que vous croyez que ça pourrait être l'occasion de créer quelque chose de communauté
basé sur les autres principes que les principes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des prises de conscience chez certaines Je ne personnes pense pas. Ah. Je ne pense pas. Alors, on me dit que je suis assez pessimiste, mais je n'ai aucun signe pour être optimiste. Ça vaut pour l'Amérique latine, ça vaut aussi pour l'Europe. Il est vrai qu'en Europe, les gens applaudissent à 8 heures, hein, les aides-soignants. Je ne pense pas qu'il y aura un véritable changement significatif des politiques publiques. Les politiques publiques se changent par un rapport de force. Il se trouve que l'après-pandémie sera suivi immédiatement d'une assez grave crise économique. Et effectivement, cela peut rebattre quelques cartes, notamment pour ce qui est alors, du Venezuela, bien évidemment, puisque c'est un pays pétrolier. Il se trouve que le pétrole aujourd'hui est à 20 dollars le baril, ce qui met l'industrie pétrolière de schiste en faillite possible aux États-Unis. Alors, il se trouve que si les pétroliers de schiste font faillite, c'est une véritable menace pour les banques et les fonds de pension qui leur ont prêté de l'argent. Donc, évidemment, le Venezuela, pays pétrolier possédant les plus grandes réserves au monde, va peut-être être considéré, en tout cas par les États-Unis, comme un moyen d'éviter sa crise. Donc, on peut s'attendre aussi, au sortir de la crise sanitaire, voire peut-être même pendant, à une augmentation de la pression militaire. Non en ce qui concerne comme vous dites, la solidarité ou la coopération, je rappelle tout de même que ces efforts-là ont été poursuivis tout au long de la première décennie du XXIe siècle avec la création de UNASUR, l'Union des Nations du Sud, qui regroupait toutes les nations sud-américaines, et puis surtout avec la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, qui regroupait tous les États du continent de la Caraïbe, à l'exception des États-Unis et du Canada. Or, les changements de gouvernement et la droitisation du continent ont fait complètement exploser cette coopération régionale. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle fait défaut dans la lutte contre la pandémie. Il y a eu certains présidents de droite qui se sont réunis donc d'Amérique latine et qui ont interdit aux autorités vénézuéliennes de venir coordonner le problème sanitaire avec eux sous prétexte qu'ils ne reconnaissaient pas Nicolas Maduro, mais Juan Guaido. Alors, détail croustillant, Juan Guaido n'a pas non plus été invité, puisque les gens ont bien compris que évidemment, enfermé dans sa chambre d'hôtel, il ne contrôle pas grand-chose, même pas le portier. Mascotte, un peu comme mascotte. Oui, peut-être sa peluche, oui, et encore. Mais évidemment, donc Juan Guaido non plus n'a pas été invité, voilà. Et même s'il y avait un représentant, c'est évidemment de la figuration. Donc là, vous voyez bien qu'en pleine pandémie, la cécité idéologique prend le dessus sur le bon sens de la coopération sanitaire. C'est évidemment très grave puisque la pandémie peut s'étendre. La pandémie n'a pas d'idéologie. En revanche, par contre, ce qui a une idéologie, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, ce sont les politiques de lutte contre la pandémie. Oui, les politiques de lutte ont une idéologie, et notamment le renforcement de l'État, des structures publiques de l'État, permettre de passer et de supérer les désastres liés à cette pandémie. Mais évidemment, ça ne s'impose pas, ce qui est à peu près normal puisque c'est issu d'un rapport de force. Pour l'instant, nous n'avons pas de rapport de force. Nous sommes chez nous en train d'attendre. Bon, il nous reste, nous, que vous remercier et on va sûrement revenir vers vous quand la situation va évoluer. J'espère quand même que il y aura quelque chose, il y aura le bon sens qui reviendra chez les... Je ne suis pas sûr. Les gens qui ont du bon sens ont du bon sens. Les gens ont vu que l'hôpital public était nécessaire, mais il est nécessaire aujourd'hui comme il l'était il y a 2 ans. Et ça n'a pas empêché finalement des gens comme M. Macron d'être élu, comme M. Bolsonaro d'être élu, comme M. Piñera d'être élu, comme M. Macri d'être élu. Et pourtant, les hôpitaux publics étaient toujours aussi nécessaires aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je ne suis pas aussi optimiste, j'aimerais l'être, mais pour l'instant, je ne suis pas. En revanche, je vais quand même donner, pour finir sur une bonne note, oui. Je vais quand même donner des indications qui, à mon sens, si restent positives. Elles concernent d'une part l'Union européenne.
là, je pense que les Européens ont vu que le mythe de l'Union européenne, qu'ensemble nous sommes plus forts, que nous devons faire poids ensemble pour pouvoir lutter contre des mastodontes comme la Chine, la Russie, les États-Unis. Bon, là, cette crise a définitivement rompu le mythe de cette Union européenne et j'espère qu'elle a commencé à fissurer dans les esprits français que nous sommes obligés de suivre les recommandations de cette dictature qu'est la dictature bruxelloise, qui n'a rien à voir avec l'Europe d'ailleurs. Non, puisque évidemment, comme nous pouvons voir, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, pourtant il reste européen, bien entendu, et nous pouvons avoir des accords bilatéraux, y compris dans des mesures sanitaires. Mais donc ça, c'est la première chose qui, à mon sens, est très positive, c'est-à-dire qu'un mythe des politiques françaises, en tout cas, et européennes depuis plusieurs décennies est en train de s'effondrer. La deuxième chose, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine et dans une moindre mesure de la Russie. Aujourd'hui, qui aide les Européens, qui aide l'Italie agonisante? Ce sont les Chinois et dans une moindre mesure les Russes, c'est-à-dire les ennemis je mets des guillemets, mais en tout cas les nations qui avaient été définies comme les ennemis, notamment à combattre pendant des décennies. Or, qu'est-ce que voient les Italiens aujourd'hui? Ils voient des militaires russes qui aident les membres de leur famille, ils voient des cargaisons de masques et de respirateurs arriver de Chine, et quand ils se retournent vers Bruxelles, ils voient du vent. Donc voilà, nous avons, je pense, nous pouvons avoir une certaine évolution dans les mentalités sur ces deux points de vue-là. Aller plus loin, je crois que ça serait imprudent. Oui, ça, c'est vraiment une note positive et c'est quelque chose qui donne de l'espoir quand même dans notre situation difficile. Merci beaucoup, Romain. Merci. Je vous en prie. Je suis vraiment enchantée de parler avec vous. Vous êtes absolument adorable.